Tito aimait rappeler dans ses discours l'hétérogénéité importante de sa nation, une réalité sûrement à l'origine de certaines des plus belles pages du football de l'Europe de l'Est. La Yougoslavie, pour les amoureux du football, c'est surtout un éternel regret, celui d'une guerre qui a dévasté l'idée d'une formidable équipe légèrement aperçue à la fin des années 80. Dans l'épisode du jour, grandeur, décadence et héritage de la Yougoslavie du football. Les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Et pour m'accompagner dans ce podcast, j'ai Raphaël. Salut les gars. Tate. Salut. Et Johan. Dobardan, à toi aussi, cher Johan. C'est Raphaël qui l'a dit, pas Johan. Commence pas. Raphaël, un très grand spécialiste de l'histoire des Balkans, de la fin de l'Empire Ottoman à nos jours, n'est-ce pas, Raphaël? Exactement. Bien sûr, et on va le voir tout au long de cette discussion. Il va là-bas pour le tourisme. D'ailleurs, des très grandes destinations touristiques, les Balkans, sous-cotés. Ouais. Très Alors, sous-côté. il faut bien comprendre que la Yougoslavie est à la base un pays indissociable des grands événements footballistiques, entre sa présence à la toute première Coupe du Monde de 1930 et sa demi-finale en 1962, ses finales d'Euro en 1960 et 1968, pour que les gens comprennent, ceux qui nous écoutent, parce que c'est peut-être un peu difficile pour notre génération, mais Johan, on a affaire à une nation ou à une équipe qui est toujours présente dans l'échiquier mondial du football pour la génération de nos parents. Ah mais clairement, moi mon père qui est un fervent défenseur de l'Europe de l'Est, que ce soit du point de vue politique ou du point de vue sportif, il m'a toujours dit les deux grands pays de l'Europe de l'Est, c'était la Yougoslavie et l'URSS en termes de sport. Parce que la Yougoslavie, comme tu l'as dit précédemment, il y a eu 4 finales olympiques, il y a eu en 1966 le Partizan Belgrade qui est finaliste face au Real Madrid en Ligue des Champions. Il y a ces deux finales de la Coupe d'Europe des Nations, avec notamment la première en France. Oui, voilà, exactement, avec notamment le grand Dragan Dzajic et un coach que je pense pas mal de connaisseurs du football de ces années-là jusqu'aux années 80 connaissent, Vujadin Boskov, qui est le coach, il me semble, l'ex-coach de la Sampdoria, finaliste de la Ligue des Champions 92, oui. Donc oui, non, vraiment, la Yougoslavie, c'est un pays qui compte énormément, non seulement dans le football, mais dans le sport en général. On reviendra tout à l'heure, on fera une parenthèse quand même dans le sport parce que c'est un parallèle important qui va se passer avec le football, mais on reviendra un peu plus tard. Entre 48 et 1960, on l'avait déjà précisé dans le podcast qu'on avait fait sur les choses olympiques. Pour les Yougoslaves, c'est 4 finales olympiques dans le tournoi du football, dont une médaille d'or en 1960. Alors on sait qu'à cette époque-là, les grosses nations, que ce soit de l'Europe de l'Ouest ou Brésil et Argentine, n'envoyaient pas forcément leurs meilleures équipes. Mais dans ce contexte-là, c'est les Yougoslaves qui gagnaient systématiquement ou qui faisaient partie des meilleures équipes. Ça me fait lire, moi, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Raphaël, que quand on enlève les 4-5 pays de l'Europe de l'Ouest, les meilleures équipes d'Amérique du Sud, la meilleure équipe au monde, c'est peut-être la Yougoslavie. Ouais, probablement. Et puis en plus, comme vous le disiez dans un précédent podcast, en fait, les Yougoslaves étaient considérés comme les Brésiliens d'Europe. Ouais. Il y avait vraiment ce côté de joueurs créatifs, mais à la fois complet, à la fois sur tous les compartiments du jeu. Et moi, le souvenir que j'ai quand j'étais petit, c'était vraiment une équipe qui était vraiment complète au niveau des joueurs. Tu avais des joueurs qui jouent en Italie, certains qui jouent en Espagne. Enfin, c'était une équipe à la fois méconnue, mais surprenante et qui faisait toujours figure pas de outsider, mais tu savais qu'ils pouvaient embêter les grosses nations et aller loin dans les compétitions. Et c'est vrai que c'est dommage, on le verra par la suite que de notre âge, on n'est pas vraiment connu l'avènement de cette nation, et surtout dans les années 90 où là il y avait vraiment des choses à faire. Oui, parce que là, finalement, on fait un retour dans les années 30, 40, 50, 60, 80 pour essayer de montrer un petit peu tout le travail qui a été fait par la Yougoslavie pour arriver à un certain niveau où c'était extraordinaire. Et c'est à ce moment-là que plus ou moins les débuts de notre génération arrivent. On en reparlera tout à l'heure, où c'est là finalement qu'il y a le gros regret. Le disait Johan Tate, par exemple, pour le Partizan Belgrade qui fait la finale de C en 66. Il y a aussi le finale de C2 de l'Étoile Rouge de Belgrade en 79. Même les clubs, quand dans les péripéties des clubs français, etc., se déplacer dans les pays yougoslaves, c'était quelque chose d'assez impressionnant et ça faisait peur, et parce que c'était des grosses équipes qui étaient tout le temps là aussi. C'était tout le temps là. En plus, à l'époque, il n'y avait pas les moyens télévisuels comme aujourd'hui. Donc, quand on allait là-bas, c'était un peu l'inconnu. Et on allait là-bas avec le Maracana, l'étoile rouge du Red Star là-bas. Ouais. C'était impressionnant. Il y avait des joueurs qui se liquéfiaient là-bas. Comme tu l'as dit, 79 contre le Mönchengladbach de Simonsen. Ils perdent en finale. Il y a aussi le Dynamo Zagreb aussi, qui gagne en 67. La C3.
Et même au niveau des clubs, ça suit un petit peu. Bon, c'est pas les plus grands en Europe, mais ça suit. Mais ça suit. Et qu'un championnat compétitif, on a dit avec le Partizan, l'Étoile Rouge, avec Split, le Dynamo Zagreb, ça c'est des très 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 gros matchs. Un âge d'or qui se traduit par le succès de la Yougoslavie dans d'autres disciplines, présentant le pays comme une grande nation sportive, pêle-mêle 2 médailles olympiques de handball en 1970 et 1984, 8 médailles olympiques de waterpolo aussi, c'est une très grande nation de waterpolo avec 3 médailles d'or. En basketball aussi, la Yougoslavie est sûrement la meilleure équipe européenne avec 10 médailles olympiques. Les Jeux de Barcelone. 5 titres. 5 titres de champion du monde et 8 titres de champion d'Europe. Médaille d'argent. Ouais. Donc c'est ça en fait, Raphaël, on a affaire à une nation qui est dans un âge d'or entre guillemets où ça se passe bien économiquement. Sous Tito, c'est stable et ça se traduit par des résultats sportifs parce que c'est une nation sportive, c'est une nation qui aime le sport, la Yougoslavie. Mais en fait, c'est un club un club n'importe quoi, un pays qui est proche Méditerranée, qui est grand en matière géographique et qui regroupe vraiment beaucoup de personnes et beaucoup de sous-territoires entre guillemets. Donc, il y a forcément de la diversité au niveau des sports. Et franchement, là, en parlant de basket, c'est vrai que moi j'avais la dynastie 92 et bon, ils ont eu que la médaille d'argent au JO de Barcelone face à la Dream Team, mais c'est vrai que la Yougoslavie, tu les voyais pas qu'au niveau du football. Bon, même si au niveau du football, puisque ça nous concerne, c'était le plus marquant, mais ils étaient vraiment présents dans plein de sports, et même les sports individuels comme le tennis. Enfin, il y avait toujours des Yougoslaves présents dans plein de sports, et c'était pas du tout étonnant parce qu'il y avait beaucoup de richesse à ce niveau-là. Alors justement, cette équipe de Yougoslavie avec Dražen Petrović, Vlade Didac, Toni Kukoc, on attend vraiment. Je sais, Tate qui est un grand amoureux du basketball. Voilà, on a d'ailleurs une grosse dédicace à Team Duncast. On attend qu'il fasse un podcast sur cette génération yougoslave. Bien sûr. Non mais c'est assez fou et c'est vrai que je sais que par exemple tu voulais nous parler d'une histoire, Johan, qui est assez représentative de ce qui va mal quelque part au fond. Exactement. En fait, il y a la Yougoslavie justement qui gagne le championnat du monde de basket en 1990. Mais déjà dans cette atmosphère qui est assez pesante au niveau de la Yougoslavie par rapport notamment à les envies d'indépendance, notamment de la Croatie via Franjo Tudjman. Il y a pas mal de tensions qui existent en fait entre les Serbes et les Croates. Et notamment donc au cours de cette finale qui gagne face à, il me semble que c'était l'URSS, vous avez au cours des festivités, vous avez un supporter yougoslave qui rentre en fait sur le parquet avec le drapeau de la Croatie. Et vous avez Vlade Divac qui prend le drapeau, qui prend le drapeau histoire de dire aux supporters non, c'est pas question de Croatie, c'est la Yougoslavie qui a gagné. Et ça justement, ça crée une tension, voire une amitié qui s'est cassée en fait entre Dražen Petrović et puis Vlade Divac. Et malheureusement, cette amitié qui s'est brisée d'une manière assez dramatique avec la mort justement de Dražen Petrović en Allemagne suite à un accident de voiture. Mais vraiment, cette amitié-là, elle montre vraiment que la Yougoslavie va basculer malheureusement dans une période qui sera pas très glorieuse et dont le sport justement sera le principal perdant, en plus bien sûr des victimes des différents meurtres qu'il y a eu lors de cette guerre. Ce constat d'une équipe talentueuse déchirée par les nationalismes et la triste réalité de la Yougoslavie du football du début des années 90. Alors juste avant, en fait j'aimerais qu'on fasse une construction. D'abord on se rend compte à quel point c'était incroyable et le fait que cette cassure nous ait vraiment fait tous de la peine. Parce que si on commence, par exemple, Tate, avec la Coupe du Monde Junior 1987 et qu'on regarde la compétition de la Yougoslavie sur ce tournoi-là, on a 12 buts en 3 matchs de phase de groupe. Ils éliminent le Brésil et les 2 Allemagnes pour être champions du monde. C'est le début d'une génération dorée. C'est le début d'une génération dorée. Il y a des Croates, il y a des Monténégrins et il y a des Serbes. Ils s'entendent bien et d'ailleurs, on va le voir plus tard. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ont la meilleure attaque dans un tournoi junior. Jamais une équipe a marqué plus de buts qu'eux. Et on retrouve des joueurs comme Sinisa Mihailovic. On a le défenseur rugueux Stimac. On a Dukovic, que t'aimes beaucoup, Reda, Turinois. Futur Turinois. On a Prozineki, Boban, Boksis, Šuker et Mihailovic. Une équipe de fous furieux. On a Jarni aussi. Une équipe de malade mental. Et qui est très jeune, du coup. Donc, c'est ça qui est incroyable. Très jeune. Et on a 3 joueurs qui vont finir 2e du Ballon d'Or. On a Savicevic qui va finir 2e en 91. Šuker, 2e en 98. Et Mijatovic, 2e en 97. Savicevic en 95. Il est bien placé aussi, je crois.
Et de plus, plus- vous avez le meilleur espoir de la prochaine Coupe du Monde 90 qui est Robert Podzinski. Ouais. Incroyable. Exactement. Une équipe incroyable en 87. Cette équipe junior, elle est incroyable. Ils font tous des grosses carrières. C'est incroyable. Et justement, c'est le parallèle donc qu'on va faire avec l'équipe de basket et je vais te laisser parler, Raphaël, parce que depuis la mort de Tito en 1980, il y a beaucoup de choses qui s'effondrent en Yougoslavie, et notamment l'économie. Dans ce contexte-là, c'est souvent les nationalismes qui sont exacerbés. Et il y a un match de football en particulier qui a eu lieu le 13 mai 1990, qui va être considéré pour beaucoup comme étant un facteur symbolique qui a déclenché cette guerre, notamment du Bah, côté de la Croatie. déjà, un an avant, quand le communisme s'écroulait, tu vois le début de Mm. l'éclatement de la Yougoslavie, tu avais des fusions entre l'Étoile Rouge et le Partizan pour s'opposer à l'ennemi croate, hein, ils l'appelaient ainsi, et déjà, ça faisait déjà un an que c'était très tendu, avec Tudman qui gagne les élections, etc., pour le parti de l'Union démocratique croate. Et pour le 13 mai 90, ouais, c'était un match entre Zagreb et l'Étoile Rouge de Belgrade. Un match qui n'a même pas eu lieu en fait parce qu'il y a eu des bagarres qui ont commencé dans les tribunes, enfin dehors, puis dans les tribunes, puis sur le terrain, qui ont duré presque 1 heure. Il y a pas eu de mort, je crois, mais il y a eu Non. 138 blessés graves. Ouais, il y a beaucoup de blessés. Ouais. Il y a eu 138 blessés, c'est énormissime. Et sur ce match, surtout, ce qui s'est passé, c'est Boban, qui était le capitaine du Dynamo, qui a vu un des supporters du Dynamo se faire prendre à tabac par un policier. Il est venu lui mettre un espèce de gros chassé. Et au final, cette histoire-là, elle a fait du bruit parce que déjà, il a pris 6 mois de suspension par la fédération yougoslave. Donc, si mes souvenirs sont bons, il a raté le mondial. Ah, c'est ça, Et c'est en ça, plus, c'est ça, C'est ça, c'est c'est ça. ça. en plus, ça va un peu engendrer une guerre dans les rues entre les Serbes et les Croates. Et l'histoire même dit qu'il y a des gens qui avaient été recrutés dans les tribunes du Partizan et de l'Étoile Rouge pour justement aller en guerre, et ce qui Bien va sûr. induire par la suite, l'année d'après, la guerre des Balkans. Ce que je voulais faire, excuse-moi Raphaël, ce que je voulais dire, là où je voulais intervenir par rapport à cette histoire-là, c'est que les autorités yougoslaves savaient qu'il pouvait se passer quelque chose comme ça. Parce que je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle un chef de guerre qui s'appelle Arkan, Rastanovic, là, Arkan, qui était justement le chef justement des ultras du Crvena Zvezda, en fait, de l'Étoile Rouge de Belgrade. Et lui-même, il est parti justement avec les ultras et il savait qu'eux, ce qu'ils voulaient concrètement, ce qu'ils voulaient faire, c'était casser du croate, en fait. C'est vraiment ce qui s'est passé. Donc, par rapport à ça, les Croates s'estiment pas mal lésés parce que déjà la plupart des policiers étaient serbes à cette époque-là. Ouais. Donc les Croates se sont pas mal lésés par rapport à ça. Et puis voilà, il y a eu le spectacle que l'on connaît tous du côté du Maximir et voilà, ça donnait vraiment une sale image de l'équipe du football yougoslave et de la Yougoslavie en général. Et malheureusement, comme je l'ai dit précédemment, le sport et le football ressortira vraiment vaincu de cette histoire-là. Oui, à quel point c'est lié cette histoire de football et de politique et c'est vraiment incroyable parce que surtout que souvent on a l'impression que les footballeurs sont en général un peu décrochent un peu de cette réalité politique qui les entoure et malheureusement ou pas malheureusement d'ailleurs j'ai pas à le savoir mais c'est vrai que voilà on sent aussi l'importance des joueurs et de leurs actes dans ce qui va se passer pour la suite. Alors il y a aussi la Coupe du Monde 90 aussi qui est intéressante de tâter pour la Yougoslavie puisque ils vont en quart de finale et ils sont éliminés au tir au but. Ouais. Avec justement le dernier tir au but raté de Farouk Hadzivezic. Ironie d'histoire, c'est un Bosnien, comme s'il fallait encore une fois montrer la nécessité de séparer cette nation parce que y a des Bosniens qui nous font perdre. Enfin voilà, c'est bête de réfléchir comme ça, mais c'est une réflexion qui est menée et c'est vrai que c'est peut-être un regret la Coupe du Monde 90, Tate. C'est un regret parce qu'il y avait la jeune pousse qui émergeait. Malheureusement, ils ont voulu avec un conservatisme faire jouer des joueurs comme Suzic qui était plus vers la fin de carrière qui jouait dans le club de Raphaël. Et il y avait des joueurs comme Prosinecki qui auraient dû jouer toute la compétition. Boban, malheureusement, qui était suspendu. Mais on voit que des joueurs comme Suker, Savicevic, Boksis n'ont pas beaucoup joué. Et Darko Panchev, il n'est même pas titulaire. Hein, il est même pas titulaire. C'est incompréhensible. Ils ont voulu jouer la carte de l'expérience. Malheureusement, c'est la seule compétition qu'on va voir de la Yougoslavie dans son entièreté. Et dès le premier match contre l'Allemagne, 4-1, c'était un outsider, mais on se rend compte que déjà dès le premier match, ils allaient pas faire long feu dans cette Coupe du Monde, malheureusement. Ouais, mais regarde, Tate, franchement, au final, tu te fais les deux. Ouais, le deuxième. Au final, tu te fais éliminer en quart de finale au tir au but. À un détail près, ils auraient pu faire une demi-finale quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas négligeable non plus, tu vois. Ouais, mais Raphaël, c'est pas toi que je vais apprendre dans une Coupe du Monde. Tu sais, souvent, c'est la cohésion qui prime. Et je suis d'accord. malgré tout, était beaucoup plus, avait plus un bloc équipe que la Yougoslavie.
Non, ça c'est clair. c'est C'est clair. L'Argentine méritait plus de passer dans l'ensemble de la Ouais, en compétition. plus, Il y a oui, pas de Boruchaga photo. qui pouvait marquer en prolongation, mais bon, la balle effleure un petit peu sa main. Bon, c'est un Après peu de base, litigieux. Goicoechea, c'est le numéro 2, je crois. Il Ouais, s'impose comme numéro ouais, 1 pendant la compétition. Bah, Mais c'était plus vidéo, le numéro 1. ouais. ouais. Alors, ce qui le fait le Rien à plus, voir avec un président français. Continuons. alors, ce qui fait le plus de mal, au-delà des blagues de Tate, c'est vraiment que juste après, en fait, en 1991, on a l'Étoile Rouge de Belgrade qui gagne la C1 avec une équipe composée de Serbes, Macédoniens, Croates, Bosniaques. Il y a un Roumain aussi, mais bon, ça n'a rien à voir. Mais Quel moment. Par rapport à Belo Didici, là, il y a une histoire par rapport à ça. vas-y, du dis-la fait nous. que- Parce qu'en fait, il s'est naturalisé serbe à cette époque-là, enfin yougoslave à cette époque-là, par rapport justement à la dictature, parce qu'en fait, il avait fui la dictature de Ceausescu Ah, et il s'était naturalisé yougoslave par rapport à ça. Et il s'appelait pas, pour le coup, à cette époque-là, il s'appelait pas Miodrag Belobedici, mais il s'appelait Miodrag Belobedic. Et non, mais c'est en fait justement, hein, je te garde la parole, Johan, juste pour s'intéresser un petit peu à cette génération. C'est pour la plupart l'équipe qui était là en 1987, qui s'est sentie un peu lésée en 1990. Et là, on se rend compte que c'est une mini Yougoslavie, cette équipe de Belgrade. Il n'y a pas que des Serbes, c'est vraiment tout. Il y a plein de Non. nationalités différentes. Ouais. Et Ouais, quand, c'est ça, quand il y a c'est la ça. cohésion est bonne, quand la jeunesse, on lui donne confiance, eh ben, ils sont sur le toit de l'Europe. Exactement. Après, ce qu'il faut pas oublier de noter, c'est que Marseille a un petit peu pris de haut cette équipe ouais, ouais. pour cette finale-là. Et, malheureusement pour eux, ils n'étaient pas au courant en fait quand dans le championnat yougoslave, un match nul se finit par une séance de tir au but pour départager les deux équipes. Ouais. Donc pour le coup, à Bari, ils l'ont appris un petit peu trop tard. Mais il est clair que pour en revenir à cette équipe-là, on a un mélange justement des différents pays qui composent la Yougoslavie et c'est vraiment une équipe qui a un collectif qui est monstrueux. C'est vraiment une équipe qui a un collectif monstrueux, une équipe qui est très très bonne techniquement. Ouais. Et mon chouchou dans cette histoire-là, c'est Darko Panchev, pour moi qui n'a pas été reconnu à sa juste valeur dans Ballon cette d'or année 91. Oui, il mérite le Ballon d'or pour moi en 1991. Et voilà, mais c'est vraiment une équipe, à la fois une équipe surprise, mais quand on voit ce qu'ils font face au Bayern le tour d'avant, on se dit quand même que c'est vraiment une grosse équipe et c'est vraiment un très bon cadeau d'adieu, on va dire entre guillemets pour le football yougoslave que cette victoire en Ligue des Champions 1991 à Bari. Oui, parce que 91, c'est aussi la proclamation des indépendances croates et slovènes et du début de la guerre civile. La Yougoslavie qui, à ce moment-là, toujours en parallèle à cette C1 91 statée, qui marche sur les éliminatoires de l'Euro 92. Donc en fait, j'ai l'impression que tout ce qui s'est passé par le passé, on a vu la Yougoslavie être jamais parmi les favoris, mais toujours présente. Là, on se rend compte qu'elle a eu beaucoup de maturité et on arrive à une période où vraiment elle peut faire office de favori. Et c'est ce qu'on a vu notamment dans ces éliminatoires à l'Euro 92. Ah, ils sont tout simplement, c'est un épouvantail. Ils roulent sur les qualifications malgré une défaite contre le Danemark. Sinon, ils gagnent pratiquement tous leurs matchs, les matchs amicaux aussi. Qui les remplaceront, exactement, qui vont les remplacer par la suite et qui vont gagner l'ironie du sort. Et là, on a les jeunes qui émergent, on a Souker qui est meilleur buteur des éliminatoires avec 9 buts. Et là, on se dit que cette équipe, elle va vraiment faire très très mal. Elle va vraiment faire très très mal. Boban qui va au Milan, cette équipe, elle va vraiment faire mal. Et malheureusement, la Yougoslavie va être dissolue et suspendue l'Euro 92. Et c'est un regret. Même si on peut pas garantir qu'ils allaient gagner la compétition. Mais c'est un regret de ne pas avoir vu cette équipe. C'est un regret. Oui, Raphaël. Non, je veux juste rajouter que, surtout quand tu vois que leur remplaçant remporte cette compétition, c'est d'autant plus dommageable. Et là, clairement, ils avaient toutes leurs chances pour la victoire finale, même s'il y avait les Pays-Bas, l'Allemagne, mais bon, il y avait quand même France aussi, la place la France qui était favorite. Ouais, elle avait une oui, belle aussi. équipe, C'est vrai. Alors juste pour redonner encore, juste pour aller dans le sens de Johan, parce que c'est aussi quelque chose qui est important pour moi, mais tu as dit que c'était Souker qui était meilleur buteur des éliminatoires de l'Euro 92, c'est Darko Panchev avec 10 buts. Hein. Ah, c'est Panchev. C'est Panchev avec 10 buts juste devant Jean-Pierre Papin avec 9 buts. Autant pour moi alors. Pas Darko, toi. Non, mais personne. Allez, quart d'heure Darko Panchev. Dis-nous pourquoi c'est lui qui devait être le ballon d'or. Respectez Darko Panchev, mon gars. Parce qu'il est quasiment soulier d'or européen, il a la C1, meilleur buteur des éliminatoires de l'Euro 92. Franchement, c'est un très grand joueur, souvent oublié à cause, entre guillemets, de Savicevic, qui est aussi exceptionnel sur cette période-là. Hein. Ouais, mais souvent oublié aussi à cause de son départ raté à l'Inter Milan. À l'Inter, il faut le dire, bien sûr, bien sûr. Franchement. Bien sûr. Merci, Johan, bravo. Reda, dis quelque chose. Non, mais la seule chose que je vais dire, c'est justement, c'est l'origine de ce podcast, c'est cette équipe qu'on n'a pas vue. C'est Robert Jarni, Mihailovic, Jugovic, Proznieski, Boban, Stojkovic, Mario Stanic,
Dejan Savicevic, Davor Suker, ça s'arrête jamais, hein. Predrag Majtovic, Alen Boksic, Darko T'as dit Pancier. Jugovic? Oui, j'ai dit, bah, Jogic, bien sûr, Vladimir. Turinois. Quel joueur aussi, c'est un joueur Ouais, exceptionnel. franchement. Mais voilà, en fait, c'est ça, il faut le dire, Raphaël, c'est ce podcast-là, c'est cette non-équipe qui en est à l'origine. C'est-à-dire que on est passé à côté de quelque chose de grandiose. Mais là, on fait le podcast, mais nous, on en discute. Mais je pense que beaucoup ignorent du potentiel de cette nation qui a été pour moi trop vite oubliée parce que depuis les années 2000-2010, maintenant, c'est séparé en Serbie. Alors, il y a eu la Serbie-Monténégro, ensuite la Serbie et le Monténégro, etc., Macédoine, tout ça. Mais on se rend vraiment pas compte, enfin, notre génération, on ne met pas assez en avant le potentiel incroyable qu'avait cette équipe et de tous ces joueurs. Et on le voit, on en parlera par la suite dans le podcast, mais si encore aujourd'hui on réunirait tous ces pays-là là, qui ont éclaté ensemble, mais ça fait une équipe de malade mental. Bah oui, et depuis des décennies même. Alors, juste garde la parole, mais justement, qu'est-ce qui reste de cette Yougoslavie désormais éclatée? On a vu déjà à travers un podcast, Raphaël, on a cette Croatie qui a gardé un petit peu la finesse technique qui était si représentative de la Yougoslavie et qui fait un bon Euro 96 et une excellente Coupe du Monde 98. Ouais, ils se font sortir notamment à la dernière minute par une frappe de Edgar Davis en huitième de finale. Dans cette Coupe du Monde, bon, c'était, on va dire, la Yougoslavie sans la Croatie, mais plus en mode Serbie et Monténégro, avec, il y avait encore quand même Kovacic, Dejan Stankovic, Stojkovic, Savicevic, Jugovic, Mihailovic, mais ils avaient encore une belle panoplie de joueurs. Et ils font une bonne Coupe du Monde 98, ils font un bon Euro 2000, malgré cette déculottée reçue contre les Pays-Bas d'un certain Patrick Kluivert. Mais en tout cas, ils ont encore de beaux restes. Hein. Et c'est là où tu te dis, en 98, ils font huitième de finale, et parallèlement, la Croatie va en demi et finit troisième de cette compétition. Les faits parlent d'eux-mêmes, en fait. C'est juste incroyable, alors qu'ils auraient dû être ensemble. C'est dommage et franchement, que dire que ils ont produit du beau football, ils ont montré de belles choses séparément, mais on aurait aimé voir cette équipe-là entière, surtout en 98. Oui, mais c'est vrai, Johan, quand tu fais le parallèle entre le succès croate de la fin des années 90 et l'esprit qui est quand même malgré tout encore présent dans cette équipe de Yougoslavie qui est entre guillemets la Serbie-Monténégro, c'est vrai que voilà, encore une fois, pour ceux qui ont le regret du début des années 90, eh bien, l'entrée vers les années 2000 leur donne raison, encore une fois. Mais clairement. Je pense que déjà, on voit de plus en plus de joueurs de cette équipe de Yougoslavie qui jouent dans des grands clubs. Oui. Tout à l'heure, il y a Raphaël qui a parlé de Darko Kovacevic, qui joue à la Lazio, qui joue à la Juventus, après qui ira à la Real Sociedad. Il y a Dejan Stankovic qui sera justement l'un des meilleurs milieux de terrain que la Serie A aura connu. Il y a aussi des joueurs, il y a certains joueurs malheureusement qui sont un petit peu perdus, comme je ne sais pas si vous connaissez Perica Ognjenovic, qui a signé au Real Madrid après la Coupe du Monde 98. Comme vous le connaissez pas, je vous laisse imaginer le résultat que ça a été. Le gaucher, il est gauche, bien sûr. Et d'ailleurs, Johan, pour rebondir, c'est très rapide. Ouais. Pour ce que tu disais sur Stankovic, j'ai une anecdote sur Stankovic. C'est le seul joueur dans l'histoire à avoir fait 3 Coupes du Monde avec 3 nations différentes. Donc Yougoslavie, Serbie et la Serbie. Ouais, exact. Mais après pour en revenir sur la Yougoslavie en 98, ce qui est dommage, c'est que les joueurs phares de cette sélection, soit Savicevic ou Mijatovic, leur prime était plus au milieu des années 90, quand il fallait faire la Coupe du Monde 94. Avant l'arrêt Bosman, en fait. Ouais. Le prime vraiment de Mijatovic et de surtout Stankovic, hein. C'était Savicevic, c'était plus mi des années 90. Ils arrivent en 98 et en 2000, ils étaient un peu cramois. Mais Mijatovic, c'est une réelle déception pour cette Coupe du Monde 98, parce que le mec mec, meilleur buteur des éliminatoires. Ouais. Il finit meilleur buteur des éliminatoires, mais il en plante pas une seule pendant la Coupe du Monde. Et il rate son pénalty contre Van der Sar. Et le pire, c'est que quelques semaines avant cette Coupe du Monde, il met le but vainqueur à Amsterdam face à la Juventus de Turin avec le Real Madrid. Et je me blessais ce jour-là. Ouais, c'est ça. Et mais Tate, juste pour rebondir sur ce que tu disais juste avant, en fait, c'est vrai que l'éclatement de la Yougoslavie et toutes les guerres, etc., c'est un peu tronqué la suite de la progression des jeunes pousses qui arrivaient. Donc, je pense qu'avec la scission des clubs, la scission de la nation, etc., en fait, je pouvais plus repartir d'un bon pied pour reformer la génération à suivre de tous les noms qu'on a cités. C'est peut-être aussi pour ça que tous les pays qui ont éclaté par la suite n'ont pas pu avoir de génération aussi brillante que les précédentes.
Alors, quid des clubs, Tate, après les années 2000, hein, parce qu'eux aussi ont souffert tout d'abord des, Ah des ouais. effets de l'arrêt Bosman, parce que même s'ils ont continué à sortir de bons joueurs, de grands joueurs, ils n'arrivaient pas à les garder. Et je sais que, par exemple, on a souvent vu les matchs d'Europa League ou de Ligue des Champions, à chaque fois qu'il y avait une confrontation entre une équipe française Ouais. et une équipe d'ex-Yougoslavie, c'était toujours l'équipe française qui était favorite. Bah ouais, en plus, souvent, les premières minutes, c'était chaud, les confettis, les fumigènes et tout ça. Mais bon, après, au bout de 20 minutes, malheureusement, on savait très bien que techniquement, c'était plus comme avant. Ouais, on a même des Sébastien Pérez qui se permettent de mettre des buts d'anthologie contre Dynamo Zagreb en 99. C'est plus pareil. C'est plus pareil, c'est plus des épouvantails. On n'a même pas le souvenir d'un bon parcours d'un club des Balkans. C'est plus pareil. Non, non, Malheureusement, c'est fini. Clairement, C'est terminé. c'est fini. Après, il y a quoi? Il y a peut-être terminé. des matchs. Moi, je me souviens d'un match, je sais pas ce qui m'a poussé à le regarder. C'était un match de Coupe de l'UEFA. C'était Étoile Rouge Belgrade contre l'AS Rome. Ouais. C'était horrible. Ouais, oui. Le seul joueur vraiment qui était bon dans cette équipe de l'Étoile Rouge Belgrade, d'ailleurs, les amateurs d'FM le reconnaîtront, c'était Nikola Zigic. Qui était Ah, L'attaquant de la Qu'est-ce qu'il est- Saragosse. Valence, qu'est-ce Valence, qu'il était Valence. fort, lui. Qu'est-ce qu'il Ouais, était était il un était fort. à très Valence. bon, un très bon attaquant à l'époque, mais voilà, concrètement, le football d'ex-Yougoslavie, à part en sélection nationale, il est cuit. Il est cuit de chez cuit. Il y a peut-être Dinamo Zagreb qui a encore de très bons joueurs comme Luka Modric, comme Eduardo, bah, voilà, déjà, en plus, on commence à avoir des Brésiliens qui jouent en Yougoslavie. Franchement. Exact. Déjà. Ouais, un Donc voilà, Croate. il Et même, y a Luka Modric, il y a Eduardo. Après, il y a plusieurs joueurs qui vont arriver comme Mandzukic, Milan Badej, etc. Mais c'est plus vraiment le football yougoslave que l'on a connu. et même en sélection, moi, quand je voulais le scalp de Domenech, par exemple, dans les éliminatoires 2010 pour la Coupe du Serbie. Monde, Serbie. je Ils ont fait un m'attendais à ce partout. qu'il tape la France. Ils ont fait un Et partout, je crois, ils en ont Serbie, non? Franchement, Un partout à 11 contre 10, mon frère. franchement, Contre 10, c'est ça, ouais. j'étais. Ils Alors avaient que une vraie moi, équipe, hein. En 2010, franchement, pour la Coupe bah du oui, Monde 2010, ils avaient une vraie équipe. bah oui, Ouais, Il y avait des c'est Marco vrai. Pantelic, il y avait qui d'autre? Il y avait il y Stankovic, avait Dejan Stankovic, il Stankovic, y avait Nemanja Ivanovic, Ivanovic. Ivanovic. Ouais, Ils avaient une équipe de fous. Ils avaient une équipe de malades. bah oui. Ouais. Moi, je Mais, m'attendais à ce Mais qu'il frappe la France et que Domenech soit viré, et non. ouais. tu Bah, restes. justement, aujourd'hui, Ouais, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui par rapport aux joueurs yougoslaves la Croatie, ça reste la meilleure nation, Raphaël, mine de rien. On l'a vu avec la finale de la Coupe du Monde 2018, par exemple. Bah, pour moi, il reste vraiment que la Croatie, hein, parce que même si en 2014, ils sortent en poule, dans la poule avec le Brésil et le Mexique, même si Volé. à l'Euro 2012, ils sortent de peu contre l'Espagne, à chaque fois, ils sont voilà, ils luttent pour passer la deuxième étape. Bel Euro 2008. Bel Euro 2008, mais bon, ils devaient passer les Turcs. Bon, Ouais. ça a été une grosse Et déception battent pour eux. l'Allemagne en plus en phase de poule. Hein, à l'Euro Ouais, en 2008. plus, ouais, donc c'est dommage. Mais Et depuis même leur. l'Euro 2016, hein, contre le Portugal, franchement, Ouais. ils auraient Ouais, c'est ils auraient vrai, ils dû perdent en passer. prolongation avec Ah le but oui. de Quaresma. Mais dans tous les cas, la Coupe du Monde 2018, je pense qu'on ne reverra pas de sitôt une grosse compète des Croates parce que là, je trouve qu'il y a enfin, les joueurs qui étaient présents en 2018 étaient assez âgés. Et là, c'est vrai que ça va être compliqué pour les prochaines générations, à moins d'une nouvelle génération qui sort de nulle part. Mais là, à mon avis, il y aura un gros creux au niveau de la Croatie. Et je ne parle même pas des autres nations, Serbie, Monténégro, etc., qui sont déjà disparus Ah, depuis Slovénie, au moins Macédoine, une dont on décennie. parle jamais. Hein. Moi, ce que j'avais pour motif d'espoir, entre guillemets, même si je m'en fous dans le fond, la victoire justement de la Serbie au mondial des U20, il me semble que c'était en 2015. Ouais, en 2015, où ils battent, je crois, le Brésil en finale. C'était une nouvelle génération de joueurs qui allait arriver. Mais le problème aujourd'hui, et c'est le problème aussi de l'arrêt Bosman, c'est que les principales forces qui jouent dans les clubs d'ex-Yougoslavie, ils font des choix de carrière qui sont douteux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, par exemple, d'un joueur comme Lazar Markovic. Lazar Markovic, au Benfica, il se révèle. Enfin, c'est un ancien joueur du Partizan. Au Benfica, il se révèle. Après, il signe à Liverpool. Flop. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Zoran Tozic. Quand il signe à Zivkovic Juventus. aussi. Zivkovic, c'est ce que j'allais dire. En plus, ça Oui, date de Andrija Football Manager. En Zivkovic. plus. Il y a Andrija Zivkovic, il y a Zoran Tozic, il y a Adem Ljajic, il y a comment ça s'appelle ça, l'autre là, le milieu défensif là qui avait signé à Liverpool, Marco Grujic. Il y a plein de joueurs comme ça. Après, il y a Même Rogue à Naples aussi. Je pensais Ouais, que Rogue Marco aussi allait. Roganap, Après, il y a Marco Tadic, Piazza. Après, il y a Il y a- Tadic aussi, non? Ouais, Dusan Tadic. Après, bon, ça va, Dusan Tadic, là, Oui, il se oui. rattrape, il se rattrape avec bien. l'Ajax. Mais ces Radonjic joueurs-là, à Marseille, pardon.
C'est ça. Et tous ces joueurs-là qui étaient en équipe de jeunes, qui font vraiment des bons résultats. Pour rappel, l'équipe de la Serbie des U21 arrive en finale de l'Euro 2007 face aux Pays-Bas. Même ils se font frapper par Royston Drenthe. Mais, Oh là là. mais, regretter. mais on a quand même une grosse déception, notamment pour les joueurs serbes et croates, parce que comme j'ai dit, en équipe de jeunes, ils font vraiment des très bons résultats. Mais quand ça commence justement à élever le niveau, là, ça devient compliqué. Et malheureusement, ils sont obligés de faire appel à des binationaux pour pouvoir réintégrer, pour pouvoir renforcer leur équipe nationale. Toujours ce même débat. Non, mais la vérité, là, pour juste compléter ce que tu dis, Johan, c'est qu'à une époque, ils n'avaient pas le droit de quitter le pays avant leurs 28 ans. Ouais. Ce qui fait qu'ils étaient obligés, ils avaient le temps d'être matures et de réussir à affronter des grosses équipes européennes à la maturité de leur âge. Aujourd'hui, si t'es fort et que t'as 18 ans, t'as le droit de partir, tu pars. Et ils partent tous, malheureusement, aujourd'hui. Bon, on va pas faire un débat sur l'arrêt Bosman, mais en tout cas, ça fait partie de ces gros résultats, de ces gros effets néfastes pour le football qui va suivre. D'ailleurs, juste une dernière petite question avant de jouer tout à l'heure. Modric, qui est le seul ballon d'or ex-yougoslave de l'histoire, Tate, ça fait pas un peu tâche? Non, pas que Modric l'est, hein, parce que c'est pas la question de savoir si c'est mérité ou pas, je m'en fous, mais voilà, c'est le seul. Non, parce que hormis Johan, sa lubie de Panchev pour 91. Même Savicevic, c'est devant Papa en 91, tu sais très bien. Non, arrêtez. Oh. Vous savez très bien que le Ballon d'Or, vous savez très bien comment ça se passe. Surtout à l'époque, c'était les intériorités des années. C'est-à-dire que quand tu faisais plusieurs années, c'est comme ça que t'étais Ballon d'Or. C'était pas en un one-shot. Et malheureusement, pour Savicevic et Panchev, ils ont fait qu'une année. Malheureusement. Oh. Et ça fait que c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu 91. Donc, en fait, pour toi, Tate, il n'y a aucun ballon d'or. Modric, c'est bien déjà. Ah, Modric, c'est exceptionnel. Après, je comprends, Johan. Hein, il a pas tort quelque part. Mais le ballon d'or de Papin, il est mérité en 91. Non. et donc, qu'aurait donné une équipe de Yougoslavie de nos jours, messieurs. Oh là là. Bon, déjà, je pense que on va essayer de s'amuser un petit peu là pour les dernières minutes de ce podcast-là. On est tous d'accord pour mettre Oblak au goal. Bien sûr. Oblak ou Handanovic. Ouais. Non, Oblak, les gars. Donc on est tous d'accord pour Oblak. Il y a pas photo pour moi. Il y a pas photo. Alors on va pas parler tous en même temps, mais c'est vrai que voilà, on a Oblak en numéro 1, Handanovic en numéro 2, c'est déjà super. C'est exceptionnel. Ta défense, Johan. Moi, ma défense, je mettrais, on va dire l'année 2010. Hein, autour des années 2010, bien sûr. Je vais dire Dario Serna, Nikola Vidic, Nemanja Vidic, excusez-moi. Je mettrais Ivanovic aussi dans l'axe et Kolarov à gauche. C'est parfait, ça, il rappelle. Kolarov. Ouais. Après, il y a des mecs qui sont plus fin des années 2010. Et Savic, Vierchko, là, à chaque fois, j'arrive pas à dire son blague. Verzelko, ouais. Lovren, Kolasinac à gauche. Il y a du monde, hein. Et le milieu de terrain, Tate, Matic, Modric, Rakitic, Pjanic. Pjanic, ouais. Moi, je mettrais Pjanic, Stankovic et Modric. Oh la vache. C'est incroyable. Hein. Et vous verrez que, bizarrement, si la Yougoslavie serait restée Yougoslavie, Zlatan aurait joué pour la Yougoslavie. Non, mais c'est fort possible. Il y a des chances. Hein. C'est pas faux. C'est pas possible, un petit Zlatan Ibrahimovic avec Perisic et Dzeko et Mandzukic en remplaçant. Oh là là. Jovic, et tu peux mettre Jovic, nouvelle génération, Kramaric. Arrête tes conneries. Esprit madridista. Radonjic, il est gauche, bien sûr. Radonjic, meilleur, il est gauche. Kovacic au milieu aussi, non? Dans les 23, c'est vrai. Bah oui. Non, mais voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, voilà, c'est. Alors peut-être que nous, notre génération, on se rend pas vraiment compte parce que concrètement, c'est pas forcément quelque chose qu'on a connu. Nous, on a connu une belle Croatie, une Serbie décevante, avec quelques bons joueurs macédoniens montés des grains ici et là, avec Oblak, qui est peut-être l'un des seuls joueurs slovènes avec Handanovic que l'on connaît. Mais c'est vrai que pour les générations précédentes, c'est vraiment pour eux qu'il y a cette idée de Yougoslavie. D'ailleurs, on parle de Yougo-nostalgie. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est présent chez beaucoup de personnes, notamment en Yougoslavie, où effectivement, il y a eu une grande équipe qui aurait pu exister à un moment donné précis. Et puis, il faut rendre hommage aussi à cette nation dans sa globalité, qui est une véritable nation de sport et de football. Voilà, par exemple, on avait dit dans notre podcast sur la Croatie que c'est 5-6 millions d'habitants maximum, et pourtant, c'est des résultats exceptionnels parce que ce sont des pays qui aiment énormément le foot. Et ça, c'est pas tous les pays qui peuvent prétendre avoir cet amour-là. Et donc, voilà, malheureusement, je sais pas si vous avez quelque chose à dire pour terminer le podcast, messieurs. Énorme déception. Mais il faut comprendre également la volonté de tous les pays de vouloir prendre leur indépendance. C'est quelque chose que je pense que si on n'est pas
membre, si on n'est pas justement ressortissant de ces pays-là, c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre à la même dimension qu'eux. Absolument, bien sûr. D'ailleurs, ici, je pense qu'on n'aura jamais fait l'erreur de regretter la Yougoslavie, hein. C'est vraiment, c'est footballistiquement qu'on est passé à côté d'une dream team. Et puis concrètement, on s'en rend compte que, comme dans tout, hein, le football n'est ne subit comme tout le reste les résultats de la politique. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.